bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler du design au-delà de l'écran, le design pour la réalité mixte. Donc, avant de me lancer dans le sujet, un peu plus d'informations par rapport à moi. Je m'appelle Tony Aubé. Comme vous pouvez le reconnaître à mon accent de Québec, en fait, c'est justement, je viens de la province de Québec. Et aujourd'hui, j'habite en Californie où je travaille chez Osmo à titre de staff designer. Donc, chez Osmo, depuis environ 4 ans, je fais pratiquement de tout, autant du UX, UI pour le développement des jeux vidéo, le développement du site web, photo, vidéo, publicité, motion design, etc. Donc, je suis vraiment impliqué dans tous les aspects du design. Et aujourd'hui, et aussi sur le site comme ça, j'écris aussi beaucoup sur la technologie, le design, l'intelligence artificielle, même plus récemment la blockchain. Donc, je vous invite à me suivre particulièrement sur Medium où vous pouvez avoir accès à mes dernières réflexions sur le design. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de Osmo et du design pour la réalité mixte. Donc, qu'est-ce que c'est Osmo? C'est une plateforme de jeux vidéo de réalité mixte, de réalité augmentée sur iPad pour enfants. Et donc, j'ai une petite vidéo qui va vous expliquer très rapidement qu'est-ce que c'est concrètement, en l'espace de peut-être 1 minute. Est-ce qu'on a l'audio pour la vidéo? Ah, parfait. Watch out, Mom! Yeah! Bow and arrow! Hee-haw! Hee-haw! Yeah! Yeah! You doing what now? Encoding, Dad. See, you use these commands to tell that little guy what to do. Look, a new friend. Let's show off our moves. What are you guys doing? He's dancing with the shark. Donc voilà. Merci. Donc, comme vous pouvez le voir dans la vidéo, si vous avez remarqué, comment est-ce que ça fonctionne, c'est qu'on utilise un miroir qu'on vient mettre par-dessus la caméra du iPad. Et à partir de là, ça vient reprojeter la caméra du iPad vers la table. Et à ce moment, on utilise une technologie qui s'appelle la Computer Vision, qui est une forme d'intelligence artificielle qui va permettre au iPad, à l'ordinateur, de bien pouvoir comprendre la position des pièces, leur rotation, leur emplacement, etc. Et à partir de là, on crée des jeux vidéo éducatifs pour enfants. En chiffres, Osmo, ça existe depuis 4 ans. On a plus de 70 employés aujourd'hui. On est en vente dans près de 45 pays et on est présent dans plus de 30 000 écoles. On a gagné plusieurs prix pour la qualité de notre design et de l'innovation, dont notamment les meilleures inventions selon Times en 2014 et les meilleurs product design selon Fast Company en 2015. Et donc aujourd'hui, en fait, mon objectif, c'est de vous présenter l'historique un peu, comment ça a commencé Osmo, le processus de design, comment on est arrivé à créer nos jeux, et quelques règles et leçons de design que vous pouvez ensuite appliquer à vos designs de réalité mixte ou de réalité augmentée. Donc, comment est-ce que ça a commencé, Osmo? À la base, ça vient de 2 ingénieurs qui travaillaient chez Google, donc Pramod et Jérôme, Jérôme qui est notamment français également. Et ces deux-là se sont rencontrés et à l'époque, ils travaillaient sur une technologie qui était la Computer Vision appliquée à Google Books. Donc Google Books, c'est le projet qui souhaite scanner tous les livres de la planète pour les rendre accessibles en ligne. Et donc l'idée, c'est d'utiliser exactement la même technologie, mais de venir l'appliquer au iPad qui en 2014 commençait à devenir très populaire. Et donc, ça, c'est vraiment le premier prototype de Osmo qui avait été créé par Pramod à l'époque. Et comme on peut voir, c'est tout simple. C'est une petite base comme ça, en plastique, qui permet de soutenir le iPad. Et on vient rajouter un petit miroir sur la caméra. Et à partir de là, on est capable de scanner, de reconnaître, par exemple, des cartes à jouer. À partir de cette innovation toute simple-là, les 2 fondateurs ont décidé de créer une compagnie, donc Design.
Aussi, à l'époque, donc c'était vraiment le moment où l'iPad devenait de plus en plus populaire. Donc, les parents commençaient à un peu voir que leurs enfants passaient la journée complète, l'écran collé sur, le visage collé sur l'écran. Et donc, il y avait un peu cette peur-là de la dépendance aux tablettes, aux téléphones intelligents. Et donc est venue l'idée de créer un produit qui est santé, donc un produit qui ne rendrait pas les enfants dépendants, un produit qui serait bien vu de la part des parents. Et très souvent, aujourd'hui, on entend parler de nos utilisateurs qui disent que les enfants, ils n'ont pas le droit d'utiliser la tablette, à l'exception de Osmo, pour jouer aux jeux éducatifs. Donc, c'est de là qu'est venue, en fait, l'opportunité d'affaires de créer des jeux qui sont amusants, éducatifs et pour enfants. Et ce qui est important de comprendre de Osmo aussi, c'est que c'est vraiment une nouvelle interface utilisateur. Une interface utilisateur au même titre que la souris, que l'écran tactile et que le clavier. Et ça, c'est vraiment un concept très, très important à internaliser en tant que designer. Parce que souvent, en tant que designer, par exemple, je ne sais pas s'il y en a dans la salle qui font des sites web, par exemple, souvent, tous les sites web vont se ressembler assez près. Donc, on crée un site web, on vient s'inspirer d'un produit du compétiteur, on change quelques trucs, mais de façon générale, tous les objets sont plus ou moins à la même emplacement. Et ça, c'est génial parce que pour l'utilisateur, en fait, ça permet de développer un modèle mental. Ils savent à quoi s'attendre en naviguant sur le web. Même chose avec les startups. Si vous travaillez dans une startup, souvent, on va avoir des trucs comme Uber pour X, Airbnb pour Y, Tinder pour Z. Donc, des modèles mentaux, des concepts d'interaction qui sont très, très, très bien établis. Et donc, c'est facile pour les gens, justement, d'utiliser ces applications-là. Donc, on a tous déjà une bonne compréhension de l'interface. Au contraire, donc, Osmo, parce que c'est une nouvelle interface utilisateur, c'est un truc complètement nouveau. Donc, les gens n'ont pas nécessairement de modèle mental préétabli. Et donc, c'est super important de savoir miser sur l'expérience utilisateur et de vraiment mettre ça comme principale priorité. Donc, à partir de là, on a pris 6 décisions clés en termes d'expérience utilisateur qui ont vraiment permis à mener vers le succès de Osmo en tant que produit et que compagnie. La première décision, très importante, c'était d'enlever les marqueurs de vision. Donc, les premières cartes à jouer Osmo, par exemple, il y avait tous des petits marqueurs ici qui permettaient de facilement reconnaître les cartes, de facilement reconnaître leur orientation, etc. Donc, ça, c'était génial pour la technologie parce que c'était vraiment plus facile à implémenter. Mais par contre, c'était un peu dommage parce que ça rendait le produit moins beau, moins élégant. Donc, on a travaillé très, très, très fort au niveau technique pour pouvoir enlever ces éléments-là. Et immédiatement, une fois qu'on a réussi, on vient voir que le produit est vraiment beaucoup plus intéressant. En fait, ça vient vraiment ajouter un élément magique à l'interaction et les gens ont une espèce d'effet, une réaction de surprise, une réaction de « wow » lorsqu'ils utilisent le jeu et ils ne savent plus trop comment ça fonctionne. Donc, pour moi, développer un produit Osmo, un produit de réalité mixte, c'est un peu comme exécuter un tour de magie. Et si on laisse les marqueurs de computer vision sur les pièces, en fait, c'est un peu comme un magicien qui dévoile son tour, qui dévoile son truc, et du coup, l'effet de surprise est perdu. La deuxième décision très importante, c'est d'enlever la tablette sur la table. Donc, le premier prototype, comme vous le voyez, il y avait une tablette de plastique sur la table qui était super utile pour pouvoir délimiter la zone de jeu et pour pouvoir justement faire toute la calibration au niveau de la technologie. On a encore une fois travaillé très, très, très fort à enlever cette tablette-là. Ça a été très difficile. Mais du coup, une fois que c'était fait, on venait ouvrir l'espace de jeu, l'espace d'interaction à la table au complet. Et encore une fois, il y a cet aspect de magie-là, cet aspect un peu de légèreté qu'on venait rajouter au produit. Et en même temps, ça permettait des types d'interactions, comme vous le voyez à l'écran ici, où les gens peuvent glisser les tuiles sur la table, sur le plancher. Et ça permet des interactions qui sont beaucoup plus rapides, beaucoup plus intuitives, beaucoup plus amusantes. Le problème, par contre, c'est que la tablette de plastique permettait de délimiter l'espace de jeu. Donc, en ayant une tablette de plastique, c'était très clair que si on mettait la carte à l'extérieur de la tablette, donc ça ne fonctionnerait pas. Si on enlève la tablette, donc, du coup, ça devient plus ou moins clair où se trouve l'espace de jeu et à quel moment est-ce que la carte est en dehors du champ de vision de la caméra. Donc, comment on a résolu ce problème-là? C'est avec le design de la base. Donc, la base, on a mis 2 coupures très tranchées de chaque côté. Et du coup, ça permet de donner une intuition aux gens, lorsqu'ils jouent au jeu, de où se trouve plus ou moins la zone de jeu. Donc, même par le design du hardware, par le design des pièces physiques, on considère l'expérience utilisateur. Et ça, c'est un élément extrêmement important du design lorsque vous allez dans la réalité augmentée, dans la réalité mixte, au-delà de l'écran. Troisième décision, donc pas d'électronique. Encore une fois, on a travaillé très, très, très fort pour la computer vision et ça nous permet d'éviter justement d'avoir, par exemple, quand les gens voient le jeu Osmo, ils nous demandent est-ce que les pièces ont de Bluetooth, est-ce qu'elles sont connectées comment avec l'iPad. Et
Du coup, en fait, il n'y a rien de spécial dans les pièces. C'est des pièces en bois, c'est des pièces en plastique. Tout fonctionne avec la caméra. Et ça nous donne un avantage compétitif très fort sur les concurrents. Donc, à chaque mois, il y a un nouveau produit qui sort sur Kickstarter, qui s'adresse aux enfants. Mais c'est toujours des trucs électroniques, donc comme vous pouvez le voir ici. Et ça, ce que ça fait, c'est que le produit est beaucoup plus coûteux à développer. Il faut manufacturer toutes les pièces électroniques. Et du coup, c'est la même expérience. Donc, les gens, au final, quand ils jouent au jeu, ils s'en fichent que la pièce elle soit électronique ou en plastique. Tout ce qu'ils veulent, c'est l'expérience utilisateur, c'est l'expérience de jeu. Et parce qu'on utilise la computer vision, nous, on peut faire des pièces en plastique qui coûtent très, très peu à produire et on est capable de livrer la même expérience. Donc, au final, c'est drôle, mais la marge de profit est beaucoup plus élevée lorsqu'on vend nos jeux. Et donc, ça, c'est vraiment un facteur clé qui nous a permis de survivre pendant ces 4 années-là. La 4e décision, minimiser au maximum l'interaction avec l'écran. Donc, encore une fois, on revient à la raison d'être du produit, qui est un produit hands-on, qui est un produit fait pour manipuler avec les mains. Donc, on essaie, quand on design nos jeux, quand on design nos applications, de minimiser au maximum le contact tactile avec l'écran. Et ça, ça nous permet particulièrement de nous distinguer de la compétition, comme par exemple les jeux comme Farmville, Candy Crush, Clash of Clans, qui sont vraiment très mal perçus des parents parce que c'est des jeux qui rendent accros, c'est des jeux qui ont des micro-paiements dans lesquels les gens dépensent des tonnes d'argent. Et nous, on veut vraiment être différent de ça, donc on mise vraiment sur l'interaction avec les mains. 5e décision, on a décidé de commencer avec le iPad. Et souvent, les gens demandent, est-ce que vous êtes disponible sur Android? Et la raison pourquoi est-ce qu'on a commencé spécifiquement avec le iPad, c'est parce que quand on regarde l'univers Android, en fait, toutes les tablettes sont différentes, ils ont tous des formats différents, ils ont tous des caméras différentes. Parfois, la caméra est sur le côté de la tablette, parfois, elle est sur le top. Donc, ça aurait été pratiquement impossible de supporter Android en débutant la compagnie dans les premières années. Au contraire, donc iPad, Apple est particulièrement connu pour la standardisation de ses produits, donc tous les produits sont parfaitement cohérents. Et donc, c'est beaucoup plus facile en tant que développeur, justement, de développer des pièces physiques pour s'adapter à 3 modèles très, très, très spécifiques de iPad. Et la caméra est toujours située au même endroit, utilise vraiment les mêmes caractéristiques. Donc, c'est facile pour nous, par exemple, de développer un hardware, des pièces physiques qui sont toutes simples et qui fonctionnent sur n'importe quel iPad. Et même chose pour la base. Donc, le fait de limiter seulement au iPad, ça permet de vraiment simplifier les pièces. Et du coup, on a une expérience utilisateur beaucoup plus simple, une expérience de onboarding. Lorsqu'on utilise le jeu pour la première fois, c'est beaucoup plus simple à installer. 6e décision, donc ça c'est plus au niveau du business model, c'est de vendre les pièces physiques et les applications sont gratuites. Donc comment ça fonctionne, c'est que vous pouvez acheter les jeux Osmo en magasin, sur Amazon, peu importe, Target, Best Buy, etc. Et une fois que vous avez les pièces, en fait toutes les applications sont gratuites et vous les téléchargez à partir du App Store. Et il n'y a pas de paiement supplémentaire, il n'y a pas de micro-paiement. Et donc ça revient encore une fois à l'idée de créer un produit qui est santé. Et si on compare, par exemple, au Farmville et Candy Crush de ce monde, où les applications sont également gratuites, mais après, on va chercher l'argent avec toutes des espèces de dark patterns qui viennent rendre les enfants accros et qui viennent forcer les micro-paiements. Et donc, le business model de Osmo, par le fait qu'on peut vendre les pièces physiques, ça nous permet de prendre cette direction-là, qui est un peu, selon moi, un peu dark, un peu sombre, je trouve. Et donc, ça nous permet justement de focusser, de créer des jeux qui sont vraiment plus santé. Et c'est drôle parce qu'on ne voudrait jamais laisser entrer un enfant dans un casino pour aller dépenser de l'argent, des machines à jouer, mais pourtant, c'est exactement les mêmes principes de design de jeux qui rendent dépendants, qui sont utilisés dans les Candy Crush, dans les Clash of Clans, les jeux que les enfants jouent sur le App Store. Donc, c'est un peu surprenant de voir justement qu'on permet ça sur l'iPad, sur la tablette, alors que partout ailleurs dans le monde, c'est interdit justement dans les casinos. Donc, au final, l'expérience utilisateur Osmo, donc, pas de marqueur de vision sur les pièces, pas de tablette sur la table, pas d'électronique et très, très peu d'interaction avec l'écran. Donc, ça, c'est vraiment les piliers fondamentaux de l'expérience utilisateur. Donc, à partir de là, on peut construire pour venir développer les jeux. Et encore une fois, on va revenir à la raison d'être d'Osmo, qui est le fait que le produit est hands-on, donc c'est un produit qui est manuel, fait pour interagir avec les mains. Donc, évidemment, le design des jeux commence toujours par le design des pièces physiques. Peu importe qu'est-ce qu'on va utiliser pour le jeu, que ce soit de la pâte à modeler, des pièces de puzzle, des crayons, on commence toujours par les pièces physiques et on rajoute la partie numérique par la suite. Et donc ça entraîne aussi la 2e règle, c'est que les pièces physiques doivent être plaisantes à manipuler à elles seules.
Donc, peu importe ce qu'on va utiliser, que ce soit des cartes, de la pâte à modeler, etc., il faut que ça soit amusant en soi, sans avoir besoin de l'écran pour justement rendre l'expérience amusante. Et si on commence avec des pièces qui sont ennuyantes, qui ne sont pas nécessairement plaisantes à manipuler, donc peu importe ce qu'on va faire sur le plan numérique, on ne réussira pas à créer une expérience qui est de qualité. Donc, un bon exemple de pièces physiques qui sont intéressantes, c'est les cartes à jouer. Donc, quand on donne, par exemple, un paquet de cartes à des enfants, donc ils vont trier les cartes, ils vont les lancer sur la table, etc. Ils vont avoir beaucoup de plaisir. Et donc, c'est pourquoi la première version de Osmo, en fait, on l'a développée autour de concepts de cartes à jouer comme ça. Donc, ça, c'était notre premier prototype de Osmo. Et l'idée était tout simple, en fait, c'est qu'on a des cartes avec des instruments de musique sur la table, et on a le iPad avec les instruments de musique à l'écran également. Et lorsqu'on met la carte devant le iPad, donc ça va jouer la musique depuis le iPad. Et ça, donc, ça a été un échec monumental. Les enfants n'ont absolument pas aimé le concept. Et pourquoi est-ce que ça n'a pas fonctionné? En fait, c'est que les enfants ignoraient carrément les cartes sur la table et allaient directement essayer d'appuyer sur l'écran pour faire jouer les instruments. Et il y a un enfant, justement, dans le playtest qui a dit pourquoi je ne peux pas juste appuyer sur la guitare à l'écran pour faire jouer la musique? Et cet enfant-là, il avait vraiment un bon point. En fait, pourquoi passer par tout le système Osmo alors qu'on pourrait simplement appuyer à l'écran pour faire jouer la musique? Et donc, ça mène à la troisième règle, qui est probablement la règle la plus importante à retenir de ma présentation. Donc, si vous retenez une chose, ça devrait être celle-ci. C'est que la combinaison du numérique et du monde réel devrait être plus grande que la somme de ses parties. Donc, c'est ça qui nous a mené, par exemple, à découvrir le jeu Tangram, qui est un jeu qui existe depuis des centaines d'années. Et ça, en fait, le concept est tout simple, c'est qu'on a les instructions à l'écran comme ça, et on vient assembler le jeu sur la table. Et donc, le iPad donne le feedback, nous dit si on fait bien le puzzle ou non. Et Tangram, c'est le premier jeu qui a vraiment fonctionné dans notre période d'exploration. Et une des raisons pourquoi c'est un très, très, très bon exemple de jeu Osmo, c'est que la relation est directe entre les pièces et l'écran. Donc, si je montre cette photo-là à n'importe qui, il va immédiatement comprendre comment est-ce que ça fonctionne. On comprend immédiatement qu'il suffit de pousser la pièce verte vers le carré et pour compléter le puzzle. Mais encore plus important, c'est que l'expérience est meilleure que la somme de ses parties. Par exemple, je pourrais aller en magasin, acheter un livre de Tangram avec des pièces en bois, et ça pourrait être plaisant, je pourrais avoir du plaisir comme ça. Ou, d'un autre côté, je pourrais simplement aller sur le App Store, télécharger un jeu qui est purement numérique sur le App Store et jouer un jeu de Tangram comme ça. Mais la combinaison des deux, la combinaison du physique et du numérique, vient se multiplier ensemble pour donner une expérience qui est beaucoup plus intéressante. Et selon moi, la bonne façon de jouer à un jeu Tangram, c'est vraiment comme ça. C'est avec le feedback numérique et avec les pièces physiques. Et si vous remarquez, en tant que designer, donc le UI de Tangram est très, très, très épuré. Il y a très peu d'interface utilisateur. Et la raison pourquoi c'est comme ça, c'est qu'il faut comprendre en tant que designer que le UI, l'interface utilisateur, se trouve devant l'écran, elle se trouve sur la table. Donc, et ça, c'était l'erreur qu'on avait fait avec notre premier jeu, justement, où les gens ignoraient complètement ce qui se passait sur la table et allaient appuyer sur l'écran. C'est parce que l'écran était une distraction à l'interface utilisateur qui était devant l'écran. Donc ça, c'est la quatrième règle. En fait, l'écran ne doit pas faire la compétition avec les pièces physiques. Et ça, en tant que designer d'interface, personnellement, qui travaille dans le domaine du web, qui a l'habitude de faire des interfaces qui en jettent, des interfaces qui attirent l'attention, etc., c'était vraiment difficile, personnellement, pour moi, de faire la transition et de comprendre vraiment que l'interface utilisateur se trouve devant l'écran. Et donc, du coup, il y a plein de principes que, par exemple, on apprend dans les écoles de design qui deviennent un peu irrélevant. Et donc, par exemple, le son devient énormément plus important, le feedback est super important également. Et donc, du coup, une fois qu'on avait tous ces principes-là d'établis, donc on a créé les 3 premiers jeux Osmo, donc Tangram, Word, qui est un jeu avec les pièces pour apprendre le vocabulaire, et Newton, qui est un jeu de dessin. Et donc, à partir de là, on voulait vendre les jeux, les commercialiser, et on a fait quelques erreurs. Donc, probablement la plus importante, c'était la première vidéo, justement, Osmo, qu'on a fait. Et donc, je vais vous faire écouter la vidéo, et je vous invite à essayer de deviner quelle est l'erreur, comment est-ce qu'on a fait une erreur.
Donc, la compagnie s'appelait Tangible Play aussi à l'époque. Ça, c'est toute une autre histoire. Et donc, la grosse erreur qu'on a fait, en fait, c'est qu'après avoir filmé la vidéo, ça a coûté beaucoup d'argent. On a présenté la vidéo à des gens et du coup, les gens ne comprenaient pas du tout c'était quoi le produit. Et l'erreur, en fait, on voulait tellement focuser sur le concept de hands-on, sur l'interaction tactile, qu'on n'a presque jamais montré l'écran, on n'a presque jamais montré le iPad et on montre continuellement les pièces sur la table. Et donc, la seule fois où on montre le iPad, c'est cette courte scène-là qui dure peut-être 1 ou 2 secondes et on ne reconnaît même pas que c'est un iPad, en fait. Et donc, les gens ne comprenaient pas trop qu'est-ce que c'était. Et aussi, la deuxième erreur qu'on a fait, c'est qu'on voulait vraiment essayer de communiquer l'aspect magique, l'aspect wow de Osmo. Et la façon qu'on a trouvé pour le faire, c'était en rajoutant des effets spéciaux comme ça, des effets de lumière, des effets d'éclair. Et du coup, les gens regardaient les vidéos et pensaient vraiment que lorsqu'on connectait les pièces tangrammes, ça faisait des flashs de lumière, ça faisait de l'électricité, etc. Donc, vraiment un échec. Donc, on a dû refaire la vidéo complètement. Et ça mène à la 5e règle, en fait. Lorsque vous essayez de communiquer ce type de produit qui est nouveau, qui n'est jamais vu, dont les gens n'ont pas beaucoup d'expérience, il faut être totalement explicite, 100% explicite, ne pas passer par 4-5 chemins pour venir expliquer le produit. Donc, après, je vais vous montrer la vidéo suivante que l'on a fait, qui a été un bon succès. Et comme vous voyez, on prend bien le temps de montrer le iPad, on prend bien le temps de montrer le miroir, comment on construit le tout, on montre les jeux, comment on les déballe, on montre qu'il s'agit bien d'une application sur le iPad, etc. Et ce qu'on a réalisé, en fait, c'est qu'on n'avait pas besoin d'avoir tous les effets de lumière, tous les effets d'éclair, parce que l'expérience en soi était vraiment intéressante et il fallait simplement montrer l'expérience telle qu'elle, et c'était amplement suffisant pour créer une vidéo qui fonctionne parfaitement bien. Donc, ça, c'était notre première vidéo vraiment avec laquelle on a lancé le produit et ça a été un très bon succès. La vidéo a des millions de views sur YouTube. Et donc, ça mène aussi vers une autre réalisation. En fait, c'est lorsqu'on communique un produit du genre, c'est extrêmement important de communiquer avec des photos et des vidéos. Au début de ma présentation, j'ai dit que je travaille sur un système de jeux vidéo de réalité mixte sur iPad pour enfants. Qu'est-ce que ça dit? Ça ne dit rien. Mais lorsqu'on monte les vidéos, lorsqu'on monte les photos, donc immédiatement, les gens comprennent. Donc, il faut comprendre que ce type de jeu-là, c'est un médium qui est très visuel. Il faut communiquer de façon visuelle avec les gens. Et donc, une autre erreur qu'on a fait dans les débuts aussi, c'est qu'on communiquait Osmo avec ce type de photos-là, qui était très belle, très épurée. On voulait être un peu le Apple du design pour enfants, donc on avait des super belles photos comme ça. Et du coup, quand les gens regardaient la photo, ils comprenaient, encore une fois, ils ne comprenaient pas très bien qu'est-ce que c'était. Donc, ils ne reconnaissaient pas le iPad. Pour eux, c'était juste un gros bidule étrange. Et donc, qu'est-ce qu'on a appris après quelques tests, après peut-être une année même de test, c'est que simplement en faisant une petite rotation dans la photo de peut-être 15 degrés, du coup, on vient montrer le volume, on vient vraiment montrer la forme de l'objet. Et là, les gens comprennent, OK, il s'agit d'un iPad, il s'agit d'une base, d'un miroir, etc. Donc, c'est vraiment important. Juste ce petit mouvement de caméra-là a fait vraiment toute la différence. Et on a redesigné notre packaging, justement, en passant du design très symétrique, très pur, épuré, avec la photo en angle. Et ce petit changement-là, tout simple, a contribué à l'augmentation des ventes. Donc, du coup, aujourd'hui, quand on présente le produit Osmo, on essaie toujours de montrer avec des photographies en contexte réel. Donc, le produit sur la table, le produit sur le plancher, avec différents angles pour vraiment bien aider les gens à comprendre la forme, le volume du produit. Et aussi, on utilise beaucoup le vidéo. Donc, probablement, notre meilleur objet de communication, c'est ce qu'on appelle les loops. Il s'agit d'un petit vidéo de peut-être 15 secondes, très épuré, très blanc, avec le produit en angle. Et du coup, les gens comprennent immédiatement de quoi il s'agit en l'espace de 15 secondes. Donc, si vous travaillez sur un produit similaire, je vous invite justement à essayer de trouver un peu l'espèce de vidéo, le loop, qui va vraiment permettre de bien comprendre le produit le plus rapidement possible. Donc, en conclusion, Osmo, en fait, c'est le design pour la réalité mixte. Il y a plusieurs règles qui sont très importantes à respecter, dont notamment l'expérience commence toujours par le monde physique, par les pièces physiques, et on rajoute le numérique par la suite, et non pas l'inverse. Les pièces doivent être plaisantes à manipuler à elles seules. Donc, peu importe ce qu'on va faire sur le plan numérique, si les pièces ne sont pas plaisantes en soi, donc l'expérience ne sera pas plaisante. Ensuite, la plus importante, l'expérience physique doit multiplier avec le numérique. Donc, l'expérience finale doit être plus grande que la somme de ses parties. Ensuite, l'interface utilisateur ne doit pas faire concurrence aux pièces physiques, mais bien vraiment
amplifier les pièces physiques, vient vraiment amplifier l'expérience avec le feedback, avec le son, etc., mais ne fait pas compétition, n'est pas une distraction non plus. Et finalement, être complètement, 100%, totalement explicite, ne pas passer par 4 chemins pour vraiment expliquer le produit. Et toujours commencer par la raison d'être. Lorsque vous développez le produit, posez-vous la question « Pourquoi est-ce qu'on fait ça ?» Et lorsque vous aurez votre réponse, qui peut paraître simple, mais qui est vraiment importante, et du coup, après, toutes les autres questions de design vont être très facilement répondues. Et donc, je vais terminer un peu sur une anecdote, un peu sur notre vision du futur chez Osmo. Donc, il y a un livre très intéressant, écrit par Peter Thiel, qui est le premier investisseur dans Facebook, une figure très connue à Silicon Valley, qui s'appelle Zero to One. Et le livre est parsemé d'opinions anticonformistes, des opinions contre-intuitives. Et l'une d'entre elles, c'est que, en fait, selon Peter, tous les business qui sont réussis, qui ont un bon succès, en fait, ça devrait être des monopolies. Donc, ce qui va un peu à l'encontre de la vision générale où les gens craignent un peu les conditions de monopoly. Et comment est-ce qu'on atteint un peu un monopoly? Un monopole, il faut commencer par quelque chose de très simple. Il faut commencer par conquérir un marché qui est tout simple. Donc, par exemple, si on regarde Amazon, ça a commencé avec les livres. Donc, dans les débuts, c'était un bookstore, Amazon.com. Et pourquoi les livres? Parce que c'est super simple à entreposer, c'est super simple à envoyer par la malle, ça ne périt pas au fil du temps, donc on peut les conserver à l'infini. Et du coup, ils ont commencé par ce produit-là qui était tout simple et tranquillement, pas vite, ils ont grossi, ils ont étendu à d'autres produits pour devenir aujourd'hui le monstre tel qu'on le connaît, qui est Amazon. Même chose avec Facebook. Donc, Facebook, ça a commencé, c'était un site qui s'adressait uniquement aux étudiants de Harvard. Donc, imaginez-vous être Mark Zuckerberg et essayer d'aller voir les investisseurs pour demander de l'argent pour votre site web dans votre école pour les étudiants. Donc, ce n'est pas nécessairement une proposition qui est très invitante, mais pourtant, c'est vraiment par ce début-là, qui était tout simple, que Facebook a réussi à devenir, encore une fois, un monstre gigantesque qui rejoint aujourd'hui des milliards d'utilisateurs à travers la Terre. Et donc, Osmo, nous, on commence par les jeux. C'est la porte d'entrée vers laquelle on est commencé dans le monde de la réalité mixte. Et pourquoi est-ce qu'on a commencé pour les jeux pour enfants? En fait, c'est parce qu'à l'époque, la technologie était très limitée. Donc, reconnaître des grosses pièces colorées, géométriques, c'est ce qu'il y avait de plus simple à faire. Mais aujourd'hui, donc, la technologie a énormément évolué avec l'intelligence artificielle. Donc maintenant, les iPhones, les tablettes, les téléphones numériques peuvent reconnaître le texte. Ils peuvent reconnaître des situations très complexes où plusieurs objets sont en mouvement en même temps. Et donc, l'idée pour Osmo, c'est justement d'aller au-delà des jeux pour enfants et de s'étendre de faire un produit qui s'adresse vraiment à toute la famille. Un peu de la même façon, par exemple, que Google Home et Alexa font pour la reconnaissance vocale dans la maison, donc un produit qui s'adresse à tout le monde, que tout le monde peut utiliser. Donc, on cherche à faire un peu la même chose au niveau de la reconnaissance visuelle. Et notre objectif, c'est vraiment d'amener le concept de reconnaissance visuelle dans chaque maison à travers la planète. Donc, vraiment, la leçon à retenir ici, c'est si vous développez un produit du genre, commencez petit, commencez par quelque chose de simple et par la suite, vous allez pouvoir construire, développer votre expertise et étendre à un marché plus grand. Donc, merci, ça fait le tour de ma présentation.